Alors, salam alaikum, je me présente, Anaïs Ilmaj, et étudiant en 5e année médecine. Je vais présenter le cours de l'asthme bronchique à l'état stable. L'asthme bronchique, on débute par un simple résumé ou introduction. L'asthme est une maladie inflammatoire chronique. C'est une maladie inflammatoire chronique complexe du système respiratoire, caractérisée par une hyperréactivité. Plus souvent, le patient présente une allergie, c'est ça l'hyperréactivité. C'est une hyperréactivité. Et l'inflammation bronchique, cette inflammation donne des bronchospasmes et donne des hypersécrétions. Donc, on a un syndrome obstructif, l'obstruction bronchique qui est présente sous forme d'une dyspnée sifflante. Présente aussi les exacerbations épisodiques. On peut les appeler par des crises d'asthme et une obstruction réversible. Il faut rappeler que l'asthme il est réversible. La BPCO qui est un trouble respiratoire ou trouble ventilatoire est réversible. L'asthme allergique extrinsèque se développe généralement dans l'enfance. Donc, on a deux formes cliniques, deux situations. L'asthme chez l'enfant et l'asthme chez l'adulte plus de 40 ans. C'est ça, plus de 40 ans. L'asthme de l'enfant, il est plus probable, plus probabilité d'être d'origine allergique. Et chez l'adulte, et non allergique, il est environnemental, déclenché par des facteurs environnementaux tels que l'aspirine, les médicaments, ou l'air froid ou l'air sec pendant l'exercice ou l'activité physique. Les symptômes cardinaux de l'asthme dans la dyspnée intermittente, il faut toujours rappeler que l'asthme est une maladie intermittente, paroxystique, de des signes paroxystiques, mais c'est une maladie paroxystique, de des signes paroxystiques. Le malade peut présenter normal, ne siffle, ne une dyspnée, malade normal sur le plan clinique, mais il présente d'asthme. La toux ou une respiration sifflante, les symptômes disparaissent spontanément ou sur le médicament. Le diagnostic repose sur l'anamnèse et le débit expiratoire de pointe, tandis que les examens complémentaires ont peu d'intérêt. Il faut mentionner que le débit expiratoire de pointe, le DEP, fait partie de l'examen clinique, mais c'est un examen complémentaire. Le traitement de première intention consiste ou repose sur les bronchodilatateurs inhalés. On utilise les bronchodilatateurs inhalés, c'est un traitement symptomatique. C'est quoi les bronchodilatateurs inhalés? C'est les bêta-2 agonistes à courte durée d'action, le nom BACA, pour les exacerbations aiguës, pour les symptômes. Et on utilise les corticostéroïdes inhalés, comme la béduzonide, pour le contrôle et pour un traitement de fond pour l'asthme à long terme. Donc, on utilise les BACA. Donc, le patient, lorsqu'il ressent des symptômes et difficultés de la respiration, la dyspnée sifflante, etc., et il prend les BACA pour soulager les symptômes. C'est ça le terme à la demande, au besoin. C'est ça, pour les exacerbations aiguës. Mais les corticostéroïdes inhalés, on utilise toujours, mais chez à la demande, pour le contrôle de l'asthme à long terme. Il faut éduquer le patient, bien sûr, sur l'utilisation correcte de l'inhalateur ou pour l'autosurveillance par la DEP pour prévenir les exacerbations et pour une meilleure observance pour le traitement. Aussi, il faut mentionner que l'asthme peut mettre la vie en danger et nécessite un traitement en urgence et une hospitalisation. On va discuter ça pour le cours exacerbation de l'asthme. Définition, on a dit ça, c'est une inflammation chronique caractérisée par l'inflammation donne une hypersécrétion de mucus, l'hypersécrétion est une obstruction avec un bronchospasme, donne une dyspnée sifflante.
Mais il faut mentionner que l'obstruction est réversible sous traitement ou spontanément. Il faut mentionner que les symptômes généralement nocturnes, les facteurs déclenchants, qui sont des facteurs aggravants de l'asthme bronchique, qui sont des facteurs déclenchants de l'asthme, les allergènes, par exemple l'anaphylaxie, qui sont les médicaments tels que l'aspirine, comme le triade ou le syndrome de Vidal. On a l'asthme, polypose nasale et on a l'intolérance à l'aspirine. Les infections bronchiques peuvent déclencher un asthme, l'air froid et sec pendant l'exercice. Des patients qui lorsque ils sport déclenche un asthme. C'est l'air froid et sec pendant l'exercice. Quand il y a des facteurs aggravants, surtout le reflux gastro-œsophagien, il faut traiter toujours le reflux gastro-œsophagien par les EPP chez tout asthmatique parce que c'est un facteur aggravant c'est un facteur aggravant. Avec le diagnostic positif. Troisièmement, le diagnostic positif. Comme on a déjà dit, il repose principalement sur l'anamnèse et l'examen clinique et la DEP. Les examens complémentaires, l'anamnèse. Elle peut trouver les symptômes, les signes fonctionnels, la dyspnée, la toux avec ou sans expectoration et l'oppression thoracique. La dyspnée, elle est sifflante. Il faut toujours mentionner que les symptômes sont paroxystiques. Le patient peut présenter normal sur le plan clinique. Il est normal, mais il est asthmatique. Donc, il faut bien interroger le patient. L'examen physique peut être totalement normal en dehors des crises. Totalement normal en dehors des crises. Les crises sont paroxystiques. Mais le signe le plus important, c'est les râles sibilants bilatérales. On mesure l'examen physique ou l'examen clinique, on mesure le débit expiratoire de pointe. Le peak flow par un appareil le peak flow meter qui fait partie de l'examen clinique. C'est ça. Le DEP sera s'exprimer en litres par minute ou par une valeur, un pourcentage par rapport à la valeur prédite chez ce patient. La valeur normale de DEP dépend du sexe, de l'âge, de la taille du patient, etc. Comme l'exploration fonctionnelle respiratoire ou la spirométrie. Qui est une des formes particulières de l'asthme, l'asthme allergique nécessite une immunothérapie anti-IgE. Le syndrome de Vidal, qui est associé à un asthme, polypose nasale, intolérance à l'aspirine. Asthme professionnel. Et il faut rappeler ça. Dans un cas clinique, il mentionne que ce patient présente un asthme depuis l'enfance. Ce n'est pas un asthme professionnel. S'il présente un asthme professionnel, le changement de poste peut être discuté. Chez la femme enceinte, à ne pas donner la corticothérapie pendant la troisième semaine. Et asthme associé à un RGO, comme l'on déjà dit. Les examens complémentaires ne sont pas nécessaires, mais quand il y a un examen systématique, on a la radiographie thoracique pour éliminer les diagnostics différentiels tels que les corps étrangers, la BPCO, principalement la BPCO, parce que le même tableau clinique, c'est un trouble ventilatoire obstructif. L'asthme est réversible, la BPCO est irréversible. L'exploration fonctionnelle respiratoire n'est pas nécessaire au diagnostic. C'est un trouble ventilatoire obstructif, la VEMS diminuée, l'indice de typhoïde diminué et irréversible. Après, le patient prend le bronchodilatateur, le VEMS augmente par 12% ou 200 ml de sa valeur initiale. Je nomme les diagnostics différentiels. On peut citer la BPCO, corps étranger, cancer ou insuffisance cardiaque gauche qui donne la dyspnée, principalement la dyspnée. C'est quoi la différence entre BPCO et l'asthme bronchique? Chez le patient qui présente un BPCO, c'est un patient âgé qui fume. L'asthme peut présenter chez l'enfant. L'atopie, vous allez trouver dans le cas clinique la notion de rhinite allergique,
dermatite, conjonctivite, allergie alimentaire, c'est ça l'atopie. Elle est présente, phlasme, mais elle est absente dans le BPCO. Le BPCO n'a rien à voir avec l'allergie ou la rhinite allergique ou le médicament, etc. L'obstruction bronchique, elle est irréversible, la BPCO, elle est réversible, phlasme. Les symptômes sont permanents, les symptômes phlasme sont paroxystiques et généralement nocturnes. Détermination de la stade de la sévérité. Après avoir posé le diagnostic de l'asthme pour la première fois, donc ce patient, jamais il est diagnostiqué pour un asthme. Donc la première fois, le patient arrive, tu diagnostiques l'asthme. Et il est vraiment important de déterminer le stade de sévérité, c'est la classification. On utilise des critères, c'est la classification de GINA, selon 4 critères, classifie les patients en 4 stades de sévérité croissante. Mais si le patient reçoit le traitement anti-asthmatique, il faut rechercher la notion de contrôle. Ne cherche pas la classification de ce patient, parce que on va discuter la notion de contrôle après le traitement, Inch'Allah. La classification de l'asthme stable, non l'exacerbation, selon GINA 2004, repose sur 4 critères. On a 4 critères, les symptômes diurnes, les symptômes nocturnes, la DEP et la variabilité de DEP. On a 4 stades de l'asthme, l'asthme intermittent, asthme persistant, on a intermittent et persistant. Persistant, on a 3, persistant léger, persistant modéré, persistant sévère. Les symptômes diurnes, l'asthme intermittent inférieur à 1 semaine, les symptômes nocturnes inférieurs ou égal à 2 fois par mois. Et ça, les critères, et tu vas classifier le patient TAC. Généralement, on utilise dans les cas cliniques la DEP pour classer le patient. Remarque, un seul critère, il faut mentionner ça, un seul critère suffit pour classer la maladie dans le stade supérieur. Par exemple, le patient présente 1 fois par semaine des symptômes nocturnes, inférieurs à 1 fois par semaine, mais les symptômes diurnes, jamais. Les symptômes nocturnes, 1 fois par mois. La DEP TAO, elle est 60 ou inférieure à 60. Elle est 60. Et il est asthme modéré. Mais les symptômes TAO, comme l'asthme intermittent. Mais un seul critère se fait pour classifier le patient à un stade supérieur. On arrive au traitement. Le traitement toujours, on a des buts, on a des moyens et on a des indications. Le but, c'est d'améliorer l'activité du patient, parce que l'asthme, c'est un vraiment obstacle devant le patient. Avoir un contrôle pour la maladie et prévenir les exacerbations. Les exacerbations, comme les Anglais, en anglais, life-threatening. C'est menace la vie du patient. Peut tuer le patient. Les exacerbations de l'asthme. Les moyens, on a les BACA, les bêta-2 mimétiques à courte durée d'action. On a les ICS, en anglais Inhaled Corticosteroid, plus formoterol en combo, maintenant en association, les deux. Formoterol, c'est un LABA. C'est un cas particulier, on utilise après 2019. 2019, on utilise Inhaled Corticosteroid, formoterol combo pour chez tous les patients. On va discuter ça. Les BALA, les bêta-2 mimétiques à longue durée d'action, CSI, corticostéroïdes inhalés, c'est ça, SCS ou CSE, CSE en français et SCS en anglais. En 3 doses, on a 3 doses de inhaled corticosteroid ou la corticostéroïde inhalée, on a 3, la faible dose, la moyenne dose et la forte dose. On a parmi les moyens les corticothérapies per os. On a la omalizumab, c'est la biothérapie anti-IgE. On a les antileucotriennes. Les indications selon GINA 2019. On a un traitement symptomatique. On a un traitement de fond. On a un alternatif de traitement de fond. C'est selon le choix du médecin traitant.
selon les situations. On a les stades de sévérité, intermittent, persistant léger, persistant modéré, persistant sévère. Chez tous les patients, on a un traitement symptomatique à la demande, au besoin. Si le patient ressent des symptômes, il prend ce traitement. C'est les BACA à la demande. Je cite ici, c'est Inhaled Corticosteroid Formoterol. C'est un cas particulier, on utilise à partir de GINA 2019. C'est une nouvelle recommandation, mais le programme TANA, on a les BACA uniquement, BACA à la demande. Traitement de fond pour l'intermittent, on utilise Inhaled Corticosteroid Formoterol. Pour le léger, on utilise le corticostéroïde à faible dose, puis le modéré à moyenne dose plus un BALA, et la sévère, on utilise corticostéroïde à forte dose, donc on augmente les doses. Le léger quand faible, modéré, moyenne, sévère, forte dose. Et on ajoute les BALA, les bronchodilatateurs à longue durée d'action, pour le modéré et la sévère. Qu'un traitement alternatif, par exemple, chez le patient sévère, on utilise la corticothérapie per os. Avec la corticostéroïde inhalée à forte dose plus les BALA, on utilise un corticothérapie per os ou la omalizumab chez les allergiques. C'est une immunothérapie. Ça a un bon résultat. Remarque, c'est quoi un traitement symptomatique? Un traitement symptomatique qui soulage les symptômes de l'asthme. Les symptômes, mais chez la maladie sous-jacente. Les symptômes de l'asthme et sont pris au besoin lorsque les symptômes sont présents. Lorsque les symptômes sont présents, le patient ressent la difficulté à respiration nocturne ou là, il va à l'hôpital, il prend les bronchodilatateurs théoriques. Il y a Inhaled Corticosteroid Formoterol ou les BACA uniquement. Traitement de fond. C'est quoi un traitement de fond? Le traitement de fond ou le traitement de contrôle l'inflammation sous-jacente de l'asthme. Contrôle l'inflammation, mais chez les symptômes. C'est ça pourquoi on dit traitement de fond. Contrôle la maladie à long terme, mais chez symptomatique. Et il faut mentionner que l'arrêt de tabac il est important pour que le traitement soit efficace. Toujours l'arrêt de tabac. En cas d'asthme allergique, on utilise l'immunothérapie à base d'anti-IgE, l'omalizumab. On a un changement de paradigme de traitement à partir de GINA 2019. GINA 2000, normalement qui est en 2016 ou 2017. 2017 sur la BPCO, 2016, normalement 2016. 2016 au Rabat. Mais 2019, on a changé la méthode de traitement. Auparavant, les BACA au besoin, les bronchodilatateurs à courte durée d'action au besoin étaient le pilier du traitement de l'asthme intermittent. Mais, nouvelle recommandation, les corticostéroïdes inhalés, il faut donner les corticostéroïdes inhalés pour tous les patients. Pas de traitement uniquement, de BACA uniquement. Mais quel traitement de BACA uniquement à partir de 2019. Mais il faut noter que de nombreuses ressources, toujours le traitement de soulagement de BACA au besoin comme le seul traitement nécessaire pour l'asthme intermittent. Donc pour l'asthme intermittent, on utilise uniquement les BACA. Notre programme aussi, il dit que le BACA uniquement. L'évaluation de la maladie. On a déjà dit, chez le patient pour la première fois diagnostiqué pour un asthme, on utilise la classification, la stadification, intermittent, persistant modéré, persistant léger, persistant sévère. Mais si le patient reçoit le traitement anti-asthmatique, on utilise ou là on cherche la notion de contrôle. Ça. L'évaluation de la maladie, après l'instauration d'un traitement compatible avec la stade de la maladie, bien sûr, il est important de surveiller son efficacité et de modifier ses besoins. L'asthme, s'il est contrôlé, on peut diminuer. S'il est bien, le malade est bien, la maladie est contrôlée. On peut diminuer le palier de traitement. C'est ça. Sinon, on peut aller à un stade ou un palier supérieur pour de traitement. Le contrôle se fait à travers des consultations
la fréquence de consultation en fonction du stade de sévérité de l'asthme. À chaque consultation, on a un interrogatoire, des questions, on a des mesures de débit expiratoire de pointe. On a 6 critères de contrôle selon GINA. On a les critères, on a l'asthme contrôlé, l'asthme partiellement contrôlé, l'asthme non contrôlé. On a 4 questions. Est-ce que le patient, est-ce que pendant la dernière semaine normalement, ou la 15 jours, j'ai oublié, la dernière semaine, la dernière semaine, est-ce que tu as présenté des symptômes diurnes inférieurs ou égaux à 2 fois par semaine? Est-ce que tu as présenté des symptômes nocturnes? Est-ce que tu as utilisé les BACA inférieurs ou égaux à 2 fois par semaine? Est-ce que tu expériences une limitation de l'activité? Si le patient, on a la DEP et l'exacerbation, il mesure la DEP. Si le patient répond par non, c'est un contrôlé il faut un DEP normal, on cache les exacerbations. Si elle répond par oui pour 1 ou 2 questions, il est partiellement contrôlé. Si elle répond par 3 ou 4 questions, répond oui, c'est incontrôlé ou la non contrôlée. L'exacerbation, c'est un cas particulier. Si elle présente une fois dans l'an dernier une exacerbation, c'est partiellement contrôlé, quelle que soit la réponse TAO, elle a les 4 questions. Une fois par semaine, il est non contrôlé. Une fois par semaine, il est non contrôlé, quelles que soient les réponses TAO. Donc, si l'asthme est contrôlé, on peut passer à un palier plus bas, où là, on le maintient. Déjà, c'est un facteur motivant le patient pour une meilleure observance. تاخذ مليح le traitement تاعك راح تولي راح يكون عندك asthme contrôlé, on va diminuer le palier de traitement. C'est un facteur motivant. Si l'asthme est partiellement contrôlé, on peut aller à un palier supérieur, mais impérativement comme le non contrôlé. Le non contrôlé, impérativement, il faut aller à un stade supérieur. Mais le partiellement contrôlé, par exemple, le patient présente un RGO. Il faut traiter le RGO, non passer à la palier supérieur, au palier supérieur. Bien éduquer le patient. C'est quoi les paliers de traitement? Les paliers de traitement, rappelez le mot SILIO. S-I-L-I-O. SILIO. En anglais, le mot hadaya. S, c'est pour SABA. C'est quoi le SABA? C'est Short Acting Beta Agonist. C'est les BACA. En français, c'est les BACA. ECS, c'est les Inhaled Corticosteroids, les corticosteroïdes inhalés. Les LABA, Long Acting Beta Agonist. Le quatrième, c'est Inhaled Corticosteroids à une dose supérieure et Oral Corticosteroids, les corticosteroïdes orales ou la PERPOS. On a 5 paliers, CELIO 5 lettres. On a palier 1, c'est S, c'est pour SABA ou la BACA à la demande. C'est SABA à la demande. C'est Short Acting Beta Agonist, c'est court d'action. Palier 2, c'est les I, NZIDO, Inhaled Corticosteroids à une faible dose. Le L, c'est Long Acting Beta Agonist, c'est les BALA. Avec traitement deuxième palier, ZIDLO, un BALA. En bas de le quatrième, c'est le troisième, ZIDLO, une dose, t'as les corticosteroïdes. Une moyenne ou la forte dose. C'est le palier 5, oral, on peut utiliser la corticothérapie per os, à une faible dose, bien sûr. Je vous remercie, Inch'Allah, qu'on a fait tout et l'explication est bonne. Bonne continuation.